Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Quand j'ai commencé à porter le voile, alhamdoulilah, c'était une bonne chose pour moi. Mais par contre, c'était pas facile. C'est-à-dire, quand je vais dans le métro, il y a des vieilles femmes qui me poussent, ou il y a les gens qui veulent faire semblant qu'ils passent à côté de moi, mais en fait, ils veulent tirer mon hijab, subhanallah. Tu vois, il y a des petites choses comme ça que je comprends Subhanallah. pas, en fait. Et avant, je sentais jamais ça. Dans cet épisode, j'accueille Güzelia Marisova. Güzelia est une Ouïghour originaire du Kazakhstan. Elle a acquis la nationalité française pendant ses études en France, parle 5 langues couramment et elle est double championne du monde de taekwondo. Après une courte expérience professionnelle en France, elle décide de s'orienter vers la finance islamique en Malaisie, puis dans un accélérateur de start-up en Indonésie. Actuellement basée à Jakarta, elle a créé sa propre marque de vêtements pour bébés, éco-responsable, souhaitant proposer des alternatives au coton importé de Chine, où nos frères et sœurs ouïghours sont persécutés. 80% de coton du monde vient de Chine et 90% de ce coton vient de Xinjiang, subhanallah. Et imagine quelle quantité, imagine combien de Ouïghours sont forcés à faire ça. Et ça m'a poussé de créer quelque chose qui ne sera pas connecté avec la Chine, qui va en fait... Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Güzelia. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Abdurrahman. Comment vas-tu? Alhamdulillah, tout se passe bien. Et toi? Super, écoute. Tu nous parles de Jakarta. C'est ça. Tu as parcouru un long chemin avant d'arriver à Jakarta. On va revenir sur ce parcours. Mais je te propose pour commencer de te présenter. Oui, je m'appelle Gujilia Marisova. Je suis euh, entrepreneur à Jakarta et aussi un consultant de stratégie, spécifiquement dans les industries des startups, startups digitales. À ce moment, j'habite à Jakarta et j'ai commencé mon entreprise l'année dernière qui est spécialisée dans les vêtements éthiques et durables pour les enfants, spécifiquement les bébés. Voilà. Après, moi, je suis française de nationalité, mais je suis née, j'ai grandi au Kazakhstan, mais d'origine ouïghour. Du coup, tout ce qui est mon origine, c'est un peu compliqué. Mais après, voilà. Ok, on va revenir dessus. Tu as grandi au Kazakhstan. Tu es resté combien de temps là-bas? Jusqu'à mes 17 ans, j'ai vécu au Kazakhstan. Après, D'accord. bien sûr, j'ai voyagé beaucoup aussi à cause du travail de mes parents, mais c'était majoritairement au Kazakhstan avant que j'ai complètement déménagé en France. Ok. Je l'ai appris quand on a eu le coup de téléphone il y a quelques jours. Mhm. Mais la population ouïghour, enfin, je pensais qu'elle était principalement basée en Chine, dans l'ouest de la Chine, mais en fait, pas du tout. C'est une région plus grosse que ça. Bien sûr. En fait, les Ouïghours, ils sont bien évidemment concentrés sur ce région qui s'appelle aujourd'hui Xinjiang, mais en anglais, on dit East Turkestan, le Turkestan de l'Est. Il est majoritairement ouïghour, mais après, on a aussi plein de pays en Asie centrale, même comme la Russie, où on a plein d'Ouïghours de diaspora. Après, bien évidemment, avec la colonisation continuelle de la Chine, de ce région, plein d'Ouïghours, ils ont parti dans les 1990, je pense, majoritairement aux États-Unis. Et aujourd'hui, on a aussi une très grande diaspora aux États-Unis. Même en France, on a maintenant plus de Ouïghours qui vient grâce au support du gouvernement français des causes des Ouïghours. Mais ce sont majoritairement des étudiants qui sont en France. Les Oui, familles voilà, la diaspora des générations maintenant qui sont nées et grandis, on trouve vraiment beaucoup dans les pays anglophones. d'accord. Et du coup, ils ont toujours le passeport chinois. Non, je pense que dans leur cas, en fait, si ce sont les étudiants, tu veux dire les étudiants en France? En général, ouais, enfin, les étudiants et Oui, les en étudiants de général. diaspora, ouais. Oui, ça dépend en fait. Si ce sont des étudiants, ils sont toujours chinois, mais après, bien sûr, ils essaient faire tout, trouver le travail pour vraiment rester
en tant qu'immigrant, avoir peut-être un carte de séjour et après, comment on dit, acquérir la nationalité de pays où ils sont, ou bien majoritairement, ils sont des réfugiés. Et quand ils sont des réfugiés, ils n'ont plus de passeport chinois. Ils travaillent, ils fonctionnent avec un document qui s'appelle genre travel document ou document de voyage, voilà, quelque chose comme ça. Mais ça ressemble au passeport, mais ça donne pas la nationalité encore, mais ça donne une petite liberté de déplacement au niveau régional aux réfugiés. D'accord. Ok. J'ai une question d'un des auditeurs ou une auditrice qui demande Mhm. c'est quoi la situation des Ouïghours au Kazakhstan? Est-ce qu'ils vivent ou ont vécu des oppressions là-bas également? Ou rien à voir? Oui. Rien à voir avec la Chine, bien évidemment, parce que tout d'abord, les Kazakhs sont, on va dire, les frères et sœurs des Ouïghours, parce qu'ils font partie de même groupe turcique. Et du coup, il y a plein de similarités dans la culture et bien évidemment dans la religion aussi. À part ça, Kazakhstan, il est très amitié vers la culture ouïghour. Les Kazakhs, ils adorent la cuisine ouïghour. On a plein de, justement, démonstrations de différentes cultures qui habitent au Kazakhstan. Et bien évidemment, les Ouïghours font partie de ça. Et on est toujours présents. On a des musées, des assemblées, des théâtres ouïghours. Du coup, je pense qu'en termes de vraiment la conservation de la culture ouïghour et son développement même, le Kazakhstan, il est il soutient très bien. Mais à ce qui concerne, on va dire, la discrimination peut-être sociale, on va dire le mélange entre les Kazakhs et les Ouïghours, bien évidemment, ça ne se passe pas autant facilement. C'est-à-dire, les Ouïghours, ils sont majoritairement dans leur propre euh, cercle. Ça ressemble un petit peu aux États-Unis, tu vois. It's a Oui. melting pot. Genre, on est mélangés, on a beaucoup de gens là-bas de différentes cultures et différentes religions, mais on se mélange pas autant. Ok. Voilà. Voilà. Du coup, c'est ça ce que je pourrais dire en termes de, de la différence. Après, avec la situation en Chine, ma connaissance justement est basée sur les médias ouïghours et bien sûr mes amis ouïghours qui viennent de Chine, en fait, qui partagent vraiment ce qui se passe avec leurs proches. Comme moi, Mhm. je n'ai jamais été là-bas et je connais pas, en fait, la vraie, en fait, je n'ai jamais vu la vraie situation avec mes propres yeux. Mais après, comme Mhm. je connais les gens, avec ses proches et même les gens ils étaient persécutés personnellement, bien évidemment, tu vois, ça n'a rien à voir avec le Kazakhstan. Oui. Ok. Là, j'ai vu sur Wikipédia, il y a 70% de la population kazakh qui est musulmane. C'est ça. Grosse population musulmane, machallah. Euh, Mhm. du coup, revenons un peu sur ton histoire. Qu'est-ce qui t'a emmené à Mhm. partir du Kazakhstan et à venir en France? Oui, en fait, il y a eu quelques opportunités on va dire, professionnelles pour ma mère spécifiquement. Elle a travaillé dans la culture et du coup, c'était vraiment spontané en fait, le voyage. C'était bien évidemment aussi connecté avec quelques autres raisons. Par exemple, j'avais fini mon école et je recherchais en fait les universités intéressantes. Mon intérêt spécifiquement tombait sur Canada. Mais c'était University of Toronto à l'époque et qui m'intéressait parce que j'avais fini une école scientifique et je voulais faire mes études en mathematical modeling. Et c'était vraiment intéressant parce qu'il faisait à l'Université de Toronto. Mais après, quand on est venu en France, ma mère, elle a eu cette opportunité et du coup, elle m'a dit, genre, il faut absolument qu'on reste parce que, voilà, ça va être difficile de... Enfin, il faut faire un choix. Du coup, à l'époque, absolument triste que je suis en France, en fait, parce que je voulais pas. Mais tu vois, parfois, il y a des choses qui se passent et les parents, ils décident pour leurs enfants. Mhm. Mais du coup, j'ai décidé de faire ce que j'aime bien, c'est-à-dire, tout d'abord, c'est le taekwondo.
je pratiquais taekwondo au niveau professionnel au Kazakhstan. J'étais dans l'équipe nationale, etc. Et j'ai commencé, j'ai trouvé un club à Paris au 19e. Ok, Et puis, oui, et puis voilà. trop bien. Juste par rapport à ta venue en France, tu avais quoi comme image de la France avant de venir? Euh, je savais que c'était pas spécifiquement Paris, on va dire. C'est un pays où tout le monde va y aller, au moins une fois dans leur vie. Mais genre, c'est étonnant quand même, mais je n'ai jamais rêvé d'être en France, en fait. Mhm. Moi, j'avais vraiment des différents objectifs dans ma vie, tu vois. Et la France, justement, voilà. Et après, bien évidemment, on a des stéréotypes que tous les Français, ils mangent des escargots, comment on appelle ça, des frogs, Les grenouilles. Ouais. ouais, les grenouilles, etc., tu vois. Et bien évidemment, je connaissais déjà de la cuisine française, mais je pensais qu'en France, ils aiment bien majoritairement ce forme de délicatesse, tu vois. Mais après, bien évidemment, quand je suis venue, j'ai découvert que c'est occasionnel, en fait. Ouais. Ouais. Et par rapport Ouais. à la vie en France, tu avais des a priori spécifiques ou par rapport à, je sais pas, le mode de vie Oui, un petit peu, je connaissais par exemple, au niveau social, tu vois, je savais que il y a plus d'opportunités aux gens de classe basse ou moyenne de vraiment, tu vois, faire les études, par exemple, tu vois, Mhm. parce que c'est un pays social quand même. Ça, je pensais que c'était bien, mais je connaissais aussi un petit peu à propos de la discrimination des musulmans en France. C'est assez connu à l'international que la France comment dire, il y a les régulations contre le hijab ou dans les espaces publics ou bien le niqab. Et ça, tout ça, on le savait. Mhm. Mais à l'époque, en fait, je portais pas le hijab et le niqab. Et j'étais religieuse, mais c'était pas, je pensais pas porter encore ce genre de vêtements. Mhm. Du coup, ça me touchait pas trop. Et quand je suis venue, bien sûr, tu vois, par exemple, je ne fais pas de bise au mec, tu vois, et il me demande pourquoi. Après, j'explique, en fait, je suis musulmane et j'ai des préférences de ne pas le faire parce que c'est conseillé de ne pas le faire. Mhm. Et par exemple, je ne mange pas du porc ou des choses qui ne sont pas certifiées halal et je dois aussi expliquer. Quand ça commence à être comme ça, quand j'explique tout le temps mes choix, mes décisions de faire ou pas faire quelque chose, les gens, ils commencent à me regarder différemment, en fait, malheureusement. Et c'est à ce moment-là que j'ai ressenti cette discrimination dont tout le monde parle à l'international. Oui, d'accord. Ah, peut-être que ça a eu des effets sur ton envie de départ plus tard, je sais pas, on y reviendra, mais du coup, tu as fait tes études universitaires à Paris. C'est ça. J'ai étudié les deux, ma licence et mon master, à l'université de Mhm. Vincennes-Saint-Denis, à Paris 8. En fait, c'était très marrant aussi la raison pour laquelle j'ai fini par Paris 8. À l'époque, j'avais majoritairement des amis français qui étudient la médecine, en fait. Et ce sont des filles et des garçons qui sont très intelligents, tu vois. Et du coup, bien évidemment, je demande leurs avis en termes des universités publiques, lequel université est bien, à quel département est beaucoup plus avancé, etc. Et personne ne me conseille Paris 8. Ils me disent que en fait, c'est pas bien, il y a plein d'immigrants, plein de réfugiés. Et quand j'entends ça, tu vois, je comprenais que vraiment c'était genre gangster university et il faut absolument pas y aller. Mais ce qui s'est passé, c'est que avant que je suis devenue, en fait, je suis juste pour expliquer un petit peu ma régularisation, pardon, en France, c'était un petit peu, c'était vite en fait pour acquérir la nationalité française, mais c'était c'est quand même la bureaucratie, n'est-ce pas? Ça prend du temps pour avoir tel ou tel papier et il y a des étapes. Et à l'époque, quand j'ai postulé aux universités, c'était l'étape où j'étais en attente de ma carte de séjour permanente.
Du coup, mais après, j'ai le papier qui justifie le fait que je vais avoir dans un mois ou dans quelques semaines ce papier, tu Oui. vois, cette carte de séjour. Et j'ai quand même postulé aux universités et il y avait la Sorbonne, il y a toutes les universités qui sont assez bonnes en termes de business et les langues. Parce que ça, ce que j'ai décidé à faire, comme je parlais pas un très bon français, j'ai pensé que si je vais faire les études dans le business, ça pourra m'améliorer ben, mes compétences linguistiques. Mhm. Et quand j'ai postulé, tout était bien. En fait, j'étais une très bonne étudiante au Kazakhstan aussi, en plus dans une école scientifique, mais ma moyenne était très bonne et bah, tout le reste était très bien en fait. En plus, je parle plusieurs langues, etc. Et je suis championne bah, National. au niveau. Oui, voilà. Du coup, j'étais presque acceptée. À la fin, quand je suis venue de vraiment donner mes papiers, ils m'ont demandé ma carte de séjour permanente. J'ai dit, bah, je vais l'avoir dans 2 semaines, bah, en 3 semaines. Et ils m'ont dit, désolé, mais non, vous êtes considéré, je ne pense pas qu'il m'a dit illégal, mais il m'a dit, vous n'êtes pas encore considéré Régularisé. Mhm. résidente. Oui, voilà, régularisé, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus, mais c'était vraiment méchant en plus, agressif, tu vois, comme si je n'étais pas un humain. Et j'étais choquée. Et comme moi, ben, bien évidemment, je ne suis pas venue pour des raisons économiques ou quelque chose comme ça. Ça touche what is called? It touched my pride, you La know. fierté. Euh, voilà, ça touche ma fierté. Tu vois, je ne pourrais pas accepter cette manière de discussion. Et après, j'étais un petit peu plus émotionnelle. Je ne pouvais plus continuer en français. J'ai changé en anglais. Et après, j'ai entendu me dire, vous n'êtes pas en Angleterre. Partez bah, dans un pays anglophone. Si vous ne savez pas parler français. C'était incroyable Waouh. quand même. Et après ça, je me suis dit, je ne vais jamais postuler à toutes ces facs, majoritairement blancs, tu vois, où justement on discrimine des gens qui sont venus, mais qui ont le potentiel. J'ai compris, en fait, j'ai compris la première problématique que j'ai rencontrée plusieurs fois en France. Et voilà, c'était comme ça que j'ai décidé d'aller à Paris 8. Et quand je suis allée à Paris 8, heureusement, ils se sont, eh ben, ils sont payés attention plutôt, ils ont payé attention plutôt à mon parcours, à mes compétences, que le fait que je vais avoir le papier dans 3 semaines. Et après, ça, c'était pas un problème pour eux parce que si je vais l'avoir en 3 semaines, si bon, je suis acceptée, mais sinon, après, c'est pas, bah, après, ils peuvent pas. Ça, je comprends. Mais comme je vais l'avoir, bah, j'avais pas peur. Du coup, j'ai décidé d'aller à Paris 8. Et c'était mon choix vraiment. Euh, Parce que Paris 8, il a eu vraiment cette mentalité plutôt ouverte. Mhm. Il y a eu plein d'étrangers. Et Alhamdulillah, je ne suis pas d'accord avec tout ce que j'avais entendu à propos de Paris 8, que ce n'était pas une bonne fac et tout. Tout dépend d'étudiants. Même si tu étudies à Harvard, mais bien évidemment, pour aller à Harvard, c'est difficile. Mais quand même, si tu es quelqu'un qui s'en fout des études, tu ne vas jamais réussir, n'est-ce pas? Ouais. Après, si tu es quelqu'un qui est intéressé par ce que tu veux faire, par ton futur, bien évidemment que tu vas mettre d'efforts et ben, utiliser toutes les opportunités que ta fac te propose. Et ça, ce qui s'est passé avec moi, alhamdoulilah, j'ai vraiment été active dans la vie étudiante, spécifiquement pour le département des langues slaves, parce que comme russophone, j'avais j'avais déjà un bon niveau bien sûr, en fait, c'est considéré comme ma langue maternelle, en fait, parce que j'ai étudié à l'école russe, etc. Mhm. Et ben, j'ai aidé au plein de programmes en langue russe, accueillir des étudiants, pas des étudiants, mais on va dire comment on appelle ça, oh, j'ai oublié le mot, mais en fait, il y a eu des équipes depuis les universités russes qui sont venues à visiter et aussi faire des présentations ou des Ok. conférences à notre fac ou bien à Paris. Mhm. Des délégations, voilà, des délégations russes bah, dans notre université, par exemple. J'étais une des organisateurs, etc. Et ben, à part ça, la dernière année de ma licence, j'ai participé au programme MICEFA. C'est bah, franco-anglais, en fait. C'est un programme Mhm. d'échange.
Et j'ai étudié un an à l'université de Connecticut, aux où États-Unis. j'ai pris vraiment les cours, oui, aux États-Unis, les cours de stratégie, de management, qui étaient vraiment, vraiment intéressants. Ben, c'était en fait aussi des cours qu'on ne propose pas dans les facs françaises. Mhm. On les propose dans les écoles de commerce, je pense, mais bien évidemment, dans les facs françaises, il n'y en a pas beaucoup ce genre de cours. Du coup, j'ai essayé vraiment de profiter des cours qui ne sont pas proposés chez nous. Mhm. Et Alhamdulillah, c'était une très belle expérience. Et en fait, l'année que je suis partie après l'année que je suis devenue champion du monde en représentant la France D'accord. dans le style des arts martiaux qui s'appelle WASCO, World All Style Combat Organization. Et après ça, j'ai décidé de commencer à porter le voile. Du coup, partir aux États-Unis, c'était quelque chose de vraiment nouveau. C'était pas seulement un nouveau pays et les nouvelles opportunités, mais aussi je viens de commencer à porter, je venais de commencer à porter le voile et voilà. Ok. Ouais, j'ai plein de questions là. Je voulais pas t'interrompre, mais Désolée, non. C'est moi qui... non, 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 c'était tellement intéressant que j'ai pas osé t'interrompre. Tu parles combien de langues, Guzelia? Couramment, je parle 5 langues. Et à part ça, je parle encore 5, mais c'est pas parfait. Du coup, je les considère pas trop. Impressionnant. Du Mhm. coup, tu parles le français, le russe, le ouïghour, l'anglais Le kazakh, et le kazakh. c'est mes 5 langues. Ok, Oui. trop bien. Quand tu es venu en France, tu avais déjà la décision que tu voulais avoir la nationalité française? Non, absolument non, parce que je pensais que c'était ma transition en fait depuis Kazakhstan. La France était le pays de la transition parce que c'était pas mon choix, c'était le choix de ma mère. Mais je suis quelqu'un qui croit, en fait, je vais le dire en anglais, après je vais essayer de traduire. Sinon, je sais très bien que tu pourras le traduire. Whatever Allah plans you, be fruitful. Essaie d'utiliser les opportunités que tu trouves dans cette place. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a mis sur ce lieu ou sur cette situation. Du coup, il faut Mhm. absolument que tu essaies d'utiliser les opportunités que tu trouves ou les problématiques et les Oui, tourner vers les opportunités et faire ouais. quelque chose de bien pour toi. Ça, ce qui s'est passé avec moi, il fallait absolument que je commence à aimer la culture française, euh, soit c'est une culture française, genre on va dire française d'origine française ou bien française, on va dire musulmane, tu vois, parce que c'était aussi nouveau pour moi. Tagine marocain, par exemple, je l'ai essayé la première fois en France, tu Mhm. vois, ou bien le couscous algérien aussi. Je n'ai jamais connaissé ce genre de choses, mais quand je suis venue en France, c'était pas seulement l'introduction à la culture française qu'on connaît depuis les journaux de mode, tu vois, mais c'était aussi la vraie Mhm. culture avec qui on vit, la diversité. Du coup, pour moi, c'était vraiment ouverture de monde incroyable et j'étais très heureuse et je voulais vraiment embrasser cette culture. Et ça m'a pris pas énormément de temps parce que je suis une personne d'esprit ouvert et alhamdulillah, c'était très engageant, très intéressant. Et oui, du coup, quand c'est comme ça, tu te dis, écoute, là, je me sens bien, pourquoi pas de pas essayer avoir la nationalité française. Bien évidemment, Mhm. en France, je me sentais assez confortable à l'époque parce que je ne portais pas le voile, comme je t'ai dit. Tu vois, Mhm. c'était très marrant en fait. Peu importe qui je rencontre, ils me regardent, ils me disent ouais, t'es très mignonne, j'aime bien ton accent, tu viens d'où? T'es japonaise ou t'es coréenne ou t'es chinoise ou t'es moitié française, moitié quelque chose. Et après, je regarde tous ces gens-là et après, je dis Subhanallah, personne connaît les Ouïghours. Il faut que j'explique tout ça. Et à part ça, j'aime pas trop quand les gens me disent que je fais coréenne ou je suis japonaise ou chinoise, tu vois, parce que ça veut dire Mhm. qu'ils sont très limités en termes de ce qui est asiatique. Ils connaissent rien. Et après, je ne suis pas tout ça, tu vois. Euh, et euh, Mhm. du coup, voilà. Du coup, c'était un petit peu.
bizarre et je voulais vraiment, j'aimais vraiment ce que les Français musulmans faisaient, bah, c'est-à-dire par exemple, bah, comme toi justement, tu es d'origine algérienne, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et j'ai beaucoup d'amis aussi comme toi et quand les gens ils leur demandent tu viens d'où, après ils disent bah, je suis français, tu veux quoi? C'était très, bah, j'aimais ça parce que comme ça tu ne dois pas expliquer, tu vois. Et Hmm. après, je me suis dit, oui, je pense que ça pourrait être pas mal, tu vois, d'avoir la nationalité française pour que j'explique plus aux gens que, bah oui, je viens de quelque part, mais après, le plus important, c'est que je me trouve ici parce que je suis française et c'est tout. Oui, bah Ouais, après, ok. c'était vraiment, voilà, c'était plutôt à utiliser les opportunités que j'ai eues. Et après 2 ans de ma résidence en France, bah, je suis déjà devenue française, alhamdoulilah. 2 ans. Super Mhm. rapide. Et du C'est ça. coup, on peut faire le lien avec ta compétition de taekwondo international, championnat du monde. Oui. Raconte-nous un peu l'histoire de comment est-ce que tu es devenue championne du monde. Mhm. Oui, bah, j'ai commencé à pratiquer le sport, pratiquer le sport spécifiquement les arts martiaux à l'âge de 11 ans. Et à l'époque, quand j'ai commencé, je- la raison pour laquelle j'ai commencé, en fait, et que dans ma vie, il y a eu un peu de changement. Mon père, il était parti à l'étranger pendant très longtemps. Bah, ça faisait plus que le temps normal qu'il passait à l'étranger. Et je commençais à me sentir euh, bah, pas protégée, en fait. Bien sûr, j'avais ma mère avec moi et je suis la plus grande dans la famille. J'ai un petit frère aussi. Et mon petit frère, Mhm. on a 3 ans de différence, mais je sentais comme si, comme il n'y a pas de père, on est seul, on n'est pas protégé, ben, quelque chose de comme ça. J'avais pas de confiance en soi, je me sentais faible. Et à l'école, un jour, on a eu une démonstration de l'équipe de taekwondo avec, tu sais, comment on appelle ça, the breaking the bricks et des ben, en fait, tout ce que tu connais avec la démonstration des arts martiaux, avec tous ces trucs fancy que tu regardes et tu te dis, waouh, c'est cool, j'aimerais bien le faire, tu vois. Oui, Et oui. quand on a vu tout ça, ben, je réfléchissais pas trop comment c'était cool ou quelque chose comme ça. Je réfléchissais plus en termes de faisabilité. Quand je voyais tout ça, je me disais, ah, mais physiquement, c'est hyper ben, faisable, c'est pas quelque chose ben, c'est pas une magie, tout le monde peut l'apprendre. Et c'est pour ça que je suis venue au club de taekwondo, en fait. Je suis venue et après, je portais les lunettes, tu vois, j'étais vraiment nerdy girl parce que j'aimais trop les sciences et mon style un petit peu correspondait aux clichés qu'on voit dans la télé. Et mon coach, il me regarde et me dit, ah, toi, tu veux faire du taekwondo? J'ai dit oui. Il me dit, pourquoi? Ben, je pense que je peux. Et du coup, il me dit, oui, ben, entre. Et subhanallah, ben, je pense que c'était pas juste que je peux, j'étais aussi souple depuis mon enfance. Je pense que ça m'a aidé aussi. En très vite, je suis devenue sentir senior dans son classe et après dans son équipe. Et, après 3 mois de pratique, j'ai déjà gagné une médaille d'or dans la compétition comment on dit, compétition de ville, euh, Ok, de ville régional. voilà, régionale. Après ça, bah, le président de fédération, bah, il a trouvé que j'avais un talent, quelque chose comme ça. Après, il m'a invité dans les Potentiel. entraînements, voilà, voilà, dans les entraînements, dans les différents clubs avec lui. Et voilà, c'est comme ça, j'ai commencé à monter. Et alhamdulillah, après un an, j'étais déjà dans l'équipe du Kazakhstan bah, chez les teenagers et bah, déjà champion du Kazakhstan. Et pendant 10 ans, voilà, j'étais champion du Kazakhstan. Chaque année, je gagnais ma division et bah, j'étais championne du monde absolu. Mais la seule chose que j'ai pas pu faire, c'est partir à l'étranger pour les compétitions internationales en représentant le Kazakhstan parce que tout simplement, au Kazakhstan, le gouvernement, il ne supportait pas ma fédération spécifiquement. C'est-à-dire, ma fédération, elle faisait partie de la fédération américaine qui s'appelle Junior Taekwondo. Ben, juste en bref, pour te donner un petit peu de compréhension des fédérations
de taekwondo dans le monde. Il y en a plusieurs. Et pourquoi il y en a plusieurs? Parce qu'il y a eu des masters, des grands maîtres, en fait, des grands maîtres de taekwondo depuis la Corée qu'ils avaient immigré dans les différents pays. Et les plus grands, c'est Canada, après c'est les États-Unis ben, en fait, c'est les trois qui sont les plus grands. Et après, il y en a aussi dans Corée de Nord, bien évidemment, Corée du Nord et Corée du Sud. Et la fédération qui est olympique, c'est celle de Corée du Sud. Et les autres trois fédérations, ils ne sont pas considérés, en fait, pour les Jeux olympiques. Du coup, les gouvernements, ils ne le supportent pas nécessairement. C'est plutôt, ils fonctionnent plutôt comme des fédérations, on va dire peut-être commerciales ou bien self-sustained, en fait. Ils doivent Indépendante. voilà, indépendants, ils doivent se financer indépendamment aussi. Comme à l'époque, ils n'avaient pas aussi un fonds qui soutient les jeunes talents, malheureusement, je n'ai pas eu d'opportunité de partir à l'étranger. Mais bien sûr, les enfants, ben, ils ont eu des parents plutôt riches, ils ont pu bien sûr partir, mais ils n'ont pas nécessairement ils n'ont pas pu gagner nécessairement, bien sûr, mais après, tu vois, c'est juste, voilà, c'est juste vraiment l'accès à ce championnat. Et voilà, comme ça, la dernière année que j'ai participé au championnat du Kazakhstan, c'était en 2018, ah non, 2012, pardon, 2012. Et c'était justement l'année quand je suis partie, en 2011, pardon, j'ai oublié, mais c'était l'année quand je suis partie en France. Et après, j'ai passé 2 ans de m'entraîner avec un club parisien. Je suis toujours, tu vois, je suis toujours content et je veux pleurer même quand je pense à mon club en France parce que c'était vraiment touchant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne parlais pas français du tout quand je suis venue en France. Tu te rends compte? Et je parle seulement anglais et je vois qu'il y a un club de taekwondo. J'entre, bah, je vois les horaires. Je viens pendant les horaires et je demande est-ce que je peux parler avec le coach. Il s'appelle Rachid Ouzour, d'ailleurs un très bon coach en France. Et il est algérien aussi, d'origine algérienne. Et du coup, je vois Rachid et je dis voilà, excusez-moi, est-ce que je peux parler avec vous? Et ben, il me dit oui, allez. Après, je dis est-ce que vous parlez anglais? Il me dit un petit peu. Et du coup, brièvement, j'ai dit je suis champion du Kazakhstan absolu. C'est ça ce que j'ai dit. Ben, juste vraiment parce que je ne peux pas lui montrer mes compétences quand je viens dans son club comme ça, comme un visiteur, tu vois. Du coup, je dis je suis champion du Kazakhstan absolu, mais je suis en France maintenant et je n'ai pas de club. Est-ce que je peux m'entraîner avec vous? Il me dit oui, ok, tu viens. Après, voilà, je suis venue et après, il a vu mon niveau, bien évidemment, et du coup, il m'a aussi conseillé à deux, trois. Ben, il m'a séparé de club général pour s'entraîner avec les seniors. Et Alhamdulillah, c'est lui qui m'a préparé pour le championnat du monde en Italie, chez Wasco, où j'y suis allée pour représenter la France. Et c'est comme ça que ben, je suis Donc, tu devenue as représenté championne la du monde. France sans être française, sans avoir Sans être le française, passeport. subhanallah. Oui. Hmm. Pourquoi? Ok. Parce que déjà, j'ai eu la qualification depuis le Kazakhstan et j'avais pas le. Ben, et comme en Kazakhstan, personne me soutient, c'est moi-même qui me soutiens, j'ai pensé que pourquoi pas de ne pas essayer de représenter la France en fait. Et comme je m'entraîne dans un club français. Du coup, quand j'ai expliqué la situation aux organisateurs, et ils connaissent très bien ma transparence, en fait, que je veux pas, et ils me connaissent aussi, en fait, comme une personne. Et ils m'ont dit que, bah, comme maintenant tu vis en France, tu as la résidence et en plus tu t'entraînes depuis la France, etc., bah, c'est bon, tu peux représenter la France. Mais après, bien évidemment, Ok. ils peuvent pas comment on dit, avoir euh, non, me officialiser en tant que Française, bien évidemment. Il y a toutes les. En fait, c'est une autre chose. Mais après, quand je suis rentrée en France, après le championnat du monde, avoir, alhamdoulilah, gagné 2 médailles d'or, ben, j'ai écrit une lettre, en fait, quand j'ai demandé la nationalité, en expliquant tout ça. Ben, alhamdoulilah, c'était presque automatique l'acquisition.
de nationalité Ok, française. Mhm. d'accord, trop bien. Ouais, franchement, tu l'as gagné ta nationalité. C'est C'est ça, en impressionnant, fait. Subhanallah. littéralement. Et du coup, tu me disais, on en parlait avant, tu me disais que même pour pouvoir participer à cette compétition, tu n'avais pas de sponsor C'est et ça. tu as dû te financer toi-même. Oui, en fait, il faut soit avoir un sponsor, soit avoir son argent quand tu es dans un sport comme le mien. En fait, c'est taekwondo classique, mais ça dépend d'une autre fédération qui est une fédération américaine. Et là, WASCO, c'était organisé par la fédération italienne, World All-Star Combat Organization. Et du coup, le financement, c'est indépendant, comme j'avais expliqué au début. Et pour ne pas perdre le temps et aussi me stresser en termes de l'argent qui va venir de la part de quelqu'un que je ne connais pas, j'ai décidé de travailler en même temps, en temps partiel. Avec mes études, je faisais mes études, c'était ma première année de licence. En temps partiel, je travaillais à l'aéroport dans les duty free. Subhanallah. Du coup, 24 heures de ma vie, je dormais peut-être 4 heures. Et oui, subhanallah, c'était ma vie pendant un an. Et alhamdulillah, j'ai eu assez, même un peu plus de savings. Et avec ça, j'ai pu partir au championnat du monde. Trop bien. Et du coup, tu as obtenu, tu as dit 2 médailles d'or. C'est ça. C'était la même compétition ou c'était 2 années différentes? Mm. Non, c'était la même compétition, mais chaque jour, il y a des différentes spécialités qui sont pratiquées. Le premier jour, c'était point sparring. Du coup, c'est un sparring où, par exemple, une touche et après, il vous arrête et il décide, soit tu as un point ou pas. Du coup, c'est ce genre de sparring. Et le deuxième, c'était continuous sparring. Du coup, c'est tout ce que on voit dans la télé, ben, où on a 2 minutes. 3 rondes avec 2 minutes et on ne s'arrête pas. Ok, trop bien. Et du coup, juste après ça, donc ça, c'est en parallèle de tes études. C'est En ça. parallèle, tu travailles, tu t'entraînes, tu réussis à avoir la médaille d'or. Pas longtemps après, tu acquiers la nationalité française Mhm. et tu pars étudier. Tu fais un an d'échange aux États-Unis. Avant qu'on parte plus loin, comme c'est Muslim Makers podcast, tu vois, j'aimerais bien aussi mentionner plein de petites choses magiques que j'ai rencontrées pendant toutes ces expériences, tu vois. Par exemple, Ouais, l'acquisition de nationalité, c'était très marrant. En fait, je portais pas le voile à l'époque, comme je t'ai déjà dit. Et c'était justement tu sais, la tragédie de Charlie Hebdo qui s'est passée à la fin de 2015. Non, pardon, Mhm. à la fin de 2014. Et c'était justement l'année quand je suis devenue championne du monde. 2015, début de 2015, j'attendais la réponse depuis ma nationalité. Mais je connaissais très bien que si je portais le voile pendant le rendez-vous de nationalité, peut-être je ne pourrais pas l'avoir, par contre. Mais après ça, Mhm. tragédie Charlie Hebdo, tout ça, tout le monde déteste les musulmans, etc. Et du coup, je commençais à me sentir vraiment mal en tant que musulman. Je pense que pas seulement moi, mais je suis sûre que toi aussi et tous les autres musulmans français se sentaient mal. Euh, je ne savais pas quoi faire. Je me sentais comme si c'est moi qui a fait ça. En fait, c'est pas parce que ce n'est pas à cause des gens qui ont fait ça. C'est plutôt à cause des autres qui disent que ce sont les musulmans qui l'ont fait. Parce que c'était pas la vérité. On sait très bien que les actes terroristes, ils sont condamnés par toutes les religions et bien évidemment par la religion musulmane. Et je me sentais Mhm. tellement mal et je me disais, subhanallah, je pourrais jamais vivre ma vie heureusement si je vais toujours écouter que les autres gens vont dire. Si je suis ouïghour, je suis terroriste. Si je suis musulmane, je suis terroriste. Je m'en fous, je me suis dit, peu importe, je vais mourir en tant qu'une personne heureuse, c'est-à-dire de faire ce que je veux faire. Et ce que je veux faire, c'est de montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que je l'écoute et quand I'm obeying his J'obéis. command. Voilà, j'obéis sa commande. Et du coup, euh, le jour d'après, je commençais à porter le voile, subhanallah. Mais c'était pas vraiment, j'ai pas planifié, j'avais même pas de voile à la maison. En fait, j'avais quelque chose, Mhm. mais c'était pas trop bien, en fait. C'était pas stylé, en fait, Ouais. comme on vient être stylé, tu vois, stylish hijab. C'était pas du tout ça.
Du C'est coup, un hijab pour prier à la maison, quoi. c'est ça, voilà. Et je le porte. Et après, je vais à la fac. Et c'est très marrant. Je ne vais pas dire le nom de mon professeur, mais un professeur français-italien très, très marrant, subhanallah. Et il est un petit peu, ben, on voit un petit peu qu'il est, on va dire, Surpris. voilà, ben, vraiment surpris en fait. Il ne m'a pas reconnu. Il me regarde, il me dit, mais et je dis, oui, bonjour monsieur. Ah oui, Guzelia, mais c'est incroyable, mais pourquoi vous portez ça? Et j'ai dit, ben, en fait, monsieur, ben, il faut que je vous dise la vérité. Il me dit, oui, je vous écoute. En fait, je me suis mariée avec un arabe, il m'a forcé. Après, il me dit, non, mais non, mais c'est pas vrai. Je dis, bien sûr que c'est pas vrai, monsieur. C'est ma propre décision et voilà. Et après, il est choqué, mais il était quand même assez gentil. Après, il a rigolé, tu vois. Mais la raison pour laquelle j'ai dit ça, je pense que c'est la première chose qu'il pense, tu vois. C'est trop marrant. Voilà. Et Bien joué. subhanallah, après ça, je pense que c'était le 4 février, si je me trompe pas, c'était le 4 février, le jour où je commençais à porter le voile. Et le 17 ou le 12 février, je reçois la lettre depuis bah, comment on dit, bah, le gouvernement en disant que l'acceptance de nationalité. Et ils me disent la Hmm. décision était prise le 4 février, subhanallah. Allahu Akbar. Allah Akbar, t'as vu? Et quand j'ai lu ça, j'ai pleuré, tu vois, j'ai dit à ma mère, tu regardes, le premier jour que je commençais à porter le voile, le jour de décision que bah, je suis devenue française, subhanallah. Subhanallah. Ouais. Incroyable histoire, franchement. Subhanallah, oui, il fallait que je te partage avec toi, parce que c'est vrai que ça, c'est une des choses qui m'a rendue encore plus proche à ma religion et à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est vrai qu'on a souvent l'impression que en prenant telle ou telle décision ou en écoutant certaines choses, on peut penser que, par exemple, le voile, ça peut être le voile, ça peut être assumé compris, ça peut être assumé que qu'on participe pas à tel type d'événement, ou etc. Ça peut être vraiment plein de choses. Mhm, Ou qu'on refuse telle ou telle offre d'emploi pour telle ou telle raison parce que c'est lié à tel ou tel secteur, etc. Et ben, mhm, on se ferme des portes et qu'on va se retrouver dans la galère. Mais en tout cas, personnellement pour moi, et puis pour toi, on peut le voir aussi, mhm, on se rend compte que quand on fait les choix pour Allah, mhm. euh, Dieu nous ouvre des portes en fait qui sont bien plus grandes que celles qu'on espérait avoir. Exactement. Barakallahu fik pour ce partage. Ah ouais. Du coup, continuons. Mhm. À ce niveau-là, tu dois avoir quoi, 24 ans, 45 ans, quelque chose comme ça? 23 ans, je pense, 22 ans, 23 ans. Ouais. Ok. Tu finis tes études en France. Oui, C'était les études en quoi déjà? en licence, j'ai fait les langues étrangères appliquées en parcours commerce. Du coup, c'est 2 ans intensifs de justement de trois langues, c'est français, anglais, russe, et ben, des différents cours dans ces langues. Et la troisième année, on a des parcours différents. Et ben, bien évidemment, j'ai choisi le parcours commerce. Parce que c'était en fait il y a eu un peu plus de maths que dans les autres en fait parce que étant d'une école scientifique, ça pourrait être vraiment bizarre si j'ai pas d'économie, des choses comme ça. Voilà, et après ça, comme j'ai dit, cette dernière année, le parcours en commerce, j'ai passé aux États-Unis à école de commerce de University of Connecticut. Et en rentrant, j'ai continué mon master. Le master, j'ai choisi en management du commerce international. Et c'était aussi avec les trois langues, c'est trilingue en fait le parcours. Pas le parcours, mais le master. Et le dernier semestre de master, j'ai passé en Corée du Sud, à l'université de Hanyang, aussi dans une école de commerce. Et j'ai spécifiquement pris des cours de stratégie de marketing et aussi d'Asian marketing. Parce que le Mhm. marketing en Asie, on sait très bien que c'est vraiment différent de marketing C'est clair. dans les pays occidentaux. C'était très intéressant de rencontrer ben, les acteurs et aussi apprendre leur framework, en fait. Mhm. Leur mode de travail, Oui, leur ouais, mode de travail. comment ça fonctionne. C'était important pour toi d'aller faire une partie de tes études à l'étranger. Absolument. Parce que tout d'abord, déjà, euh, la France, comme je t'ai dit, je pensais que c'était une transition. Et pour une personne qui vient dans ce mode, bah, avec cette mentalité, c'est un peu dur de passer bah, tout le temps en France.
il fallait absolument que je change l'environnement pour me sentir, pour réfléchir. Et aussi, comme je t'ai dit, quand j'ai commencé à porter le voile, alhamdoulilah, c'était une bonne chose pour moi. Mais par contre, c'était pas facile. C'est-à-dire, quand je vais dans le métro, il y a des vieilles femmes qui me poussent, ou genre, il y a les gens qui veulent genre, faire semblant qu'ils passent à côté de moi, mais en fait, ils veulent tirer mon hijab, subhanallah. Tu vois, il y a des petites choses comme ça que je comprends pas, Subhanallah. en fait. Et avant, je sentais jamais ça. Et tout le monde pensait que j'étais une mignonne asiatique avec un accent mignon. Et là, je deviens je sais pas qui est toujours poussée par des gens, etc. Et même, subhanallah, pendant la réinscription à mon université, il y a eu une fille, je pense que c'est une Française, je pense d'origine aussi. Elle était assise et il prenait mes papiers de réinscription. Et tu sais, quand tu fais l'inscription, la réinscription à ton université, souvent, tu coches une case si tu es, par exemple, sportif de haut niveau ou tu fais quelque chose d'important pour leur montrer que tu peux avoir Ouais. comment dire, un calendrier un peu différent à cause de Sportif, voilà. niveau 2, ou je sais plus quoi. Exactement. Et j'ai coché cette case. Et après, quand elle a vu, il me regarde et me fait ah, excusez-moi, en fait, vous avez caché cette case, mais en fait, c'est pour les sportifs de haut niveau. Et après, j'ai dit oui, oui, c'est ça, je suis sportif de haut niveau. Et après, il me regarde et me dit en fait, comment je peux vous expliquer? En fait, les sportifs de niveau, ce sont des gens qui font du sport, mais genre, ils vivent avec le sport, vous voyez? En fait, ouais. En fait, il m'explique qu'est-ce que ça veut dire. Et après, je l'ai écouté jusqu'à la fin. J'ai dit, OK, vas-y, tu vois, montre tes connaissances de ce qui est sportif de haut niveau. Et j'ai écouté. Après, à la fin, j'ai dit, ah, d'accord, je vois ça. Oui, oui, je suis sportif de niveau. En fait, je suis championne du monde. J'ai 2 médailles d'or. Vous voulez que je vous le montre? J'étais vraiment. Je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. J'ai dit que ça, tu vois. Et après, Ouais. OK, désolé. Après, je n'ai pas de commentaire. Voilà. Tu fais ma réinscription, tu ne me demandes pas qu'est-ce que j'ai coché ou pas. Je connais très bien. Ouais. Mon français n'est pas parfait, mais c'est déjà un niveau assez académique et que je puisse, tu vois, avoir une très bonne moyenne dans ma fac. Du coup, tu me dis pas qu'est-ce qui est sportif de haut niveau. Mais c'est ce genre Ouais. de discrimination euh, que j'ai commencé à rencontrer. Mais c'est incroyable. Purée, l'administration française. C'est ça. Du coup, il fallait absolument que je parte Ouais. pour réfléchir un peu, tu vois. Ok. Ouais, je Euh, comprends. Mais même en dehors de ça, enfin, il y avait ça, mais en dehors de ça, professionnellement, mm. moi, je recommande toujours aux personnes qui ont l'occasion, ou même qui n'ont pas l'occasion, de se provoquer des occasions pour faire au moins une partie de leurs études ou un stage ou quoi que ce soit à l'étranger. Je C'est quelque suis chose d'accord avec toi. Oui. qui est utile à plein de niveaux. Ça permet de découvrir de nouvelles cultures, ça permet de Mm. prendre un peu, de s'aérer un peu la tête par rapport à la Mhm. situation en France. Ça permet de se débrouiller, d'apprendre à se débrouiller un peu tout seul pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Ça permet Oui, de, oui. franchement, plein de choses. Ouais, plein de Mm. choses. Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, bien sûr que là maintenant, en te répondant à cette question, je me suis concentrée plus aux problématiques sociales que j'ai rencontrées en France. Mais en fait, Hmm. bien sûr, la raison professionnelle, c'était la première raison. On veut pas, en plus, si je veux faire un commerce international, ça veut dire il faut faire les études à l'international. Et Oui, comme il y a plein des accords bilatéraux avec les universités ou bien les programmes comme ICEFA qui proposent des échanges de très très bon niveau, peu importe la fac d'où tu viens, même s'il n'y a pas d'accord bilatéral avec par exemple l'University of Connecticut qui est considéré Ivy League, Public Ivy aux États-Unis. Mais l'ICEFA, il a eu Ivy League, cette c'est porte. le top, top université. Oui, c'est ça. Et en fait, pour UConn, c'est l'université où j'ai étudié ma dernière année de licence, il est considéré comme Public Ivy. En fait, ça ne tombe pas sur les privés, mais les résultats sont tellement bons qu'ils le considèrent comme ça. Du coup, voilà, Alhamdulillah, j'étais une des meilleures expériences dans ma vie. Euh, j'ai pu aussi travailler dans le campus pour vraiment découvrir en fait la vie d'étudiant avec des différents yeux aussi parce que majoritairement des étudiants quand ils partent aux États-Unis c'est vraiment genre partying,
drinking, et tu vois, genre, peut-être, Ouais, bien faire la sûr, fête. améliorer leur anglais. Mais pour moi, je continue à faire le taekwondo. J'ai participé dans les championnats là-bas aussi. Je faisais partie d'équipe de UCOD. Après, je fais aussi UNESCO Chairs Ambassadors. Du coup, les visites en fait, on a eu plein de événements sociaux où on apprenait la langue anglaise aux enfants réfugiés qui ne parlent pas anglais, par exemple. Et aussi, on a visité tout ce qui est Oxfam, UN, ce genre d'organisation et leurs bureaux qui étaient vraiment aussi ouvrants à nos esprits parce que c'est ce sont vraiment les organisations qu'on voit dans la télé, on écoute, on lit des livres, mais après, on ne sait pas comment ils fonctionnent. Mais quand on les voit, c'est assez impressionnant aussi. Même si dans le monde, il n'y a pas assez de changements grâce à eux. Et Mm. après, subhanallah, ma décision de partir en Corée du Sud pendant mon master aussi était connectée avec justement m'ouvrir une autre porte parce que là, c'était vraiment un vrai Occident et là, je voulais vraiment découvrir un vrai Est. Et la Corée du Sud, c'était le choix évident pour moi pour quelques raisons. La première, bien évidemment, taekwondo. Je pratique taekwondo depuis 11 ans et c'est le pays d'où ça vient. Je voulais vraiment découvrir, tu sais, Kukkiwon, qui est la maison de taekwondo en Corée du Sud. Je voulais aussi améliorer mes connaissances de langue. Je parlais un petit peu. Du coup, mes autres 5 langues que je ne considère pas trop, il y a aussi le coréen parce que je le parle un peu, mais c'est pas parfait. Et je voulais améliorer ça. Et aussi, la dernière chose, subhanallah, c'est quand j'étais aux États-Unis, j'ai pris le cours de coréen juste pour voir en fait comment je pourrais le faire. Et alhamdulillah, ça s'est très bien passé. Et la professeure, elle était très gentille avec moi. C'était une Coréenne qui avait immigré aux États-Unis depuis genre 30 ans, si je ne me trompe pas. Et elle m'a conseillé d'aller en Corée du Sud, en fait, aussi, si je compte faire un autre échange. Et comme elle était tellement gentille et accueillante, etc., et très comment on dit, supportive. Euh, Soutien. oui, voilà, elle me soutient pour y aller. Du coup, voilà, j'ai décidé de faire mon dernier échange là-bas. Et quand j'étais déjà là-bas, elle m'a aussi connectée avec sa famille qui habite dans les différentes villes pour qu'elle m'aide de découvrir les régions rurales en Corée du Sud. Trop bien. Donc, tu fais cet échange en Corée du Sud, c'est ta dernière année? Le Corée du Sud, oui, c'est ça, la dernière année d'études de master. Déjà, voilà, D'accord. le dernier semestre. Ok. Comment est-ce que tu as financé du coup tes années d'études à l'étranger? Est-ce que c'est Oui. l'université qui prenait en compte ou tu as travaillé à côté En fait, j'avais déjà une bourse du gouvernement français. Et c'était, attends, oui, oui, c'était pour toutes les échanges, en fait. Pendant les États-Unis, la France pu couvrir, je pense, peut-être. En fait, en général, je devais avoir à peu près euh, 20 000 dollars ou 30 000 dollars pour participer à cet échange. Mais Ok. les États-Unis, c'est assez cher. Du coup, c'est pour ça beaucoup d'étudiants français, ils ne partent pas pour un an s'ils n'ont pas de finances. Ils partent seulement pour un semestre. Mais Oui. je voulais absolument partir pour un an parce que je voulais bien, bien améliorer mon anglais. Et alhamdoulilah, ça m'a aidé. Du coup, comment financer? Ça m'a pris un an aussi. J'ai pas fait cet échange immédiatement. J'ai décidé de travailler un peu plus et partir pour longtemps, pour plus long qu'un semestre, parce que à cause de beaucoup de considérations. Et comment je l'ai fait également, justement, le même travail. J'ai toujours travaillé pendant toutes mes années d'études à duty free. À Charles de Gaulle, à l'aéroport. Du coup, c'était mon temps partiel. Et c'était peut-être 60
de financement que je peux collecter moi-même en travaillant. 30%, c'était la bourse française et française ou slash universitaire. Et les 10%, c'était l'aide de ma mère. Et après, pour la Corée du Sud, c'était juste la bourse, je pense, parce que c'était juste un semestre et du coup, c'était assez. Ouais. Mhm. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bourses, hein, d'études. Pour ceux qui... et les gens ne connaissent pas forcément ce genre de C'est choses, mais ça, c'est ça. Il faut absolument faire des recherches parce que c'est ça ce que moi aussi j'ai fait. Mhm. oui, parce que surtout les universités publiques, ils vont pas forcément venir vous voir pour vous expliquer telle ou telle bourse, telle ou telle chose. Il faut vraiment être proactif et faire ses recherches, chercher quelle université est en partenariat ou pas, ou quel Mhm. type de bourse on peut avoir. Et si c'est pas suffisant, moi, j'encourage vraiment à faire comme Guzelia, essayer de travailler à côté si possible, Mhm. euh, et pour financer, parce que c'est vraiment, vraiment important. C'est ça. Je suis absolument d'accord avec toi, oui. Du coup, après ça, tu commences tu rentres dans la vie professionnelle, en fait, dans la vie active Mhm. euh, en France. C'est ça en France. Pendant mon séjour en Corée du Sud, j'ai reçu une offre de stage à Paris pour un comment dire, courtage en financement immobilier. Et du coup, j'ai accepté l'offre parce que c'était un nouveau département qu'ils ont ouvert. Il s'appelle, en fait, c'est un département international. Euh, et ils aussi développé une nouvelle plateforme qui s'appelait Taux Privé. Du coup, c'est pour des acheteurs immobiliers luxueux ou genre, on va dire, des étrangers riches, comme on dit, qui viennent en France pour acheter à Paris spécifiquement ou bien en Côte d'Azur pour acheter des immobiliers. Tu veux investir. Voilà. Du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait pendant un an presque. 6 mois de stage, tout est très bien passé. Ils m'ont proposé de rester en temps plein, mais euh, je voulais justement en fait, voilà, c'est ce qui s'est passé, subhanallah. Là, c'est une deuxième histoire subhanallah, comment on dit ça, de miracles of Allah, Miracle. des miracles, voilà, des miracles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Après 6 mois, ben, j'ai aimé vraiment ce travail, tout était bien et j'ai même gardé mon voile, en fait. Bien sûr, je devais le porter un petit peu bizarrement, c'est-à-dire turban, etc. Mais au moins, c'était OK de le porter au travail. Euh, et, euh, euh, Alhamdulillah, j'ai aussi pu élargir mon network en France en rencontrant beaucoup de représentants de banques parce qu'on travaille avec des banques, n'est-ce pas? Et aussi des différentes agences immobilières. Et euh, après, j'ai compris le business model de ce genre de travail. Il est assez facile. C'est justement vendre, n'est-ce pas? Tu aides à quelqu'un à acheter quelque chose, mais après, tu aussi offres le crédit et après, tu as l'argent depuis leur crédit. Mais par contre, on sait très bien en islam que le crédit, c'est pas halal. Le crédit est Hmm. haram parce que à cause de riba, voilà, Les intérêts. l'intérêt, voilà, les intérêts. Et ça m'a commencé à poser des questions. C'est vrai qu'en France, en tant que Français musulmans, et même pas en France, même au Kazakhstan, c'est la même chose. La connaissance financière ou connaissance financière islamique, il est très, très basse. Et les gens, ils savent pas en fait pourquoi c'est halal, pourquoi c'est haram. Comme c'est la seule chose proposée dans le marché, ils le prennent. Et ça, ce qui se passe, on sait très bien en France et aussi au Kazakhstan. Du coup, je me suis dit, en tant que quelqu'un qui travaille dedans, j'ai commencé à me poser des questions. Comment moi, je vais financer mon immobilier en futur si c'est haram ou peut-être c'est pas haram. J'ai commencé à faire des recherches tout simplement sur Google, les alternatives de finance, etc., etc. J'ai trouvé qu'il y a aussi Christian Finance, la finance chrétienne, mais ils ne se pratiquent pas depuis très longtemps parce que ils l'ont remplacé avec le financement conventionnel. Et
aussi en judaïsme aussi, ils ont ce genre de financement qui ne contredit pas aux valeurs du judaïsme, mais il aussi ne se pratique pas trop. Mais la finance qui se pratique jusqu'à aujourd'hui, la finance alternative religieuse qui se pratique jusqu'à aujourd'hui, c'est la finance islamique. Et le pays qui est tout, qui est en avant dans la finance islamique, c'est la Malaisie. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, je vais aller en Malaisie, peu importe quoi, peu importe quoi je veux faire, mais il faut que j'aille. Et en même temps, ben, j'ai informé bien évidemment à ma responsable en disant, écoutez, là, je suis en train de faire une recherche d'un autre travail, d'un stage, mais plutôt à l'étranger, ah ben, parce que j'aimerais bien apprendre qu'est-ce qui est la finance islamique. Et après, elle était un petit peu choquée, mais elle est moitié canadienne. Ben, en fait, elle est canadienne, mais d'origine polonaise et jamaïcaine. Du coup, c'est une personne qui est aussi très internationale, ben, comme moi aussi, et elle a plus de compréhension quand ça touche tout ce qui est passion, tout ce qui est les valeurs, etc. Et elle était ben, heureuse pour moi que je trouvais quelque chose qui m'intéresse. Et après, j'ai eu plusieurs offres de stage à l'étranger, mais comme je dis, la Malaisie était ma priorité. Et pendant mon interview, je pense que je t'avais raconté un petit peu, Ouais. le directeur, il me demande, oui, ok, tout est bien avec ton profil, etc. Mais pourquoi la Malaisie? Tu as fait tes études aux États-Unis, en Corée du Sud aussi, tu viens du Kazakhstan, tu as plein d'autres pays où tu pourras aller, mais la Malaisie, c'est considéré comme un pays émergent, tu veux quand même y aller, genre, j'aimerais bien savoir la raison, il me dit. Et je dis, bah, écoutez, tout honnêtement, je suis musulmane et ce qui m'intéresse maintenant dans ma vie, c'est la finance islamique. J'aimerais bien connaître les solutions pour mon futur, comment financer ma maison, mon achat d'immobilier, comment continuer comment on dit, faire le management de mes propres finances, etc. Et je pense que la question se trouve en Malaisie parce que c'est le pays qui est en avant en finance islamique. Et après, il me dit, Ouais. Mashallah, pendant l'interview, subhanallah, et quand pendant l'interview, quelqu'un te dit Mashallah, pour un Français, même si c'est un Français musulman, c'est choquant parce que on sait très bien que c'est pas professionnel de dire ce genre de choses. Et subhanallah, quand ça se passe comme ça, je suis choquée. Et il me dit, écoute, je suis très contente de savoir cette raison. Et Inch'Allah, on t'attend ici. Du coup, en 2018, je pars en Malaisie pour mon stage et mon premier jour, le jour d'orientation, il me dit, voilà, comme tu es business associate, tu seras genre, tu vas manager quelques de nos investissements dans les startups. Ben, ce sont des startups, il y a eu trois startups. Le premier, ça s'appelle Ethos Crowd. Ils sont Ouais. d'ailleurs des pionniers dans l'industrie de la finance islamique en Asie du Sud-Est. Ils sont Et connus même aussi. global, oui, ils sont assez connus. Et d'ailleurs, ils sont basés en Singapour. Ouais. Peut-être tu avais entendu. Et la deuxième, c'était GrabCycle. C'était l'entreprise en fait, qui recycle, qui font le recyclage de la nourriture. En fait, comment, par exemple, tout ce qui n'est pas vendu dans les supermarchés, ils le revendent vraiment dans les prix bas. Mais tu sais, ici, ça n'existe pas des organisations comme Restaurant du Cœur ou autres comme en France où les entreprises ils peuvent juste faire une donation et cette organisation, par exemple le Restaurant du Cœur, ils font la distribution aux familles en besoin. Ça n'existe pas encore en Malaisie. Tout le monde doit acheter malheureusement. Mais ce qu'ils ont fait, ce start-up, ils collectent ces produits et après ils les ramènent au lieu des gens qui ont besoin, mais qui ne peuvent pas accéder au tel ou tel produit parce que c'est cher. Ils le vendent moins cher. Du coup, c'est assez bien aussi comme un projet social. Du coup, j'ai aidé à cette startup aussi pour améliorer leur positioning et aussi échanger, et en fait, ils créaient un nouvel service aussi. Le dernier, c'était AngelGate. C'est déjà un business model qui déjà existe en Europe.
ils ont déjà, ils sont basés en Europe en fait, mais ils voulaient ouvrir un filiale en Malaisie. Et pourquoi? Parce que ils ont vu l'opportunité dans la finance islamique également, c'est-à-dire les investisseurs musulmans, ils préfèrent d'investir dans les compagnies qui sont Sharia compliant, qui sont islamiques, qui ne contredisent pas à leurs valeurs, et aussi Hmm. dans la manière islamique, c'est-à-dire en utilisant les instruments de la finance islamique. Et du coup, à cause de ces deux choses-là, ils voulaient vraiment quelqu'un qui pourra, comment on dit, build the ecosystem, de Construire. construire l'écosystème, voilà, de construire l'écosystème et connecter les acteurs, voilà, les différents acteurs qui pourra soutenir. Et Alhamdulillah, j'ai eu cette belle opportunité où en fait, je participais activement dans tous les trois. Et mon préféré, mes deux préférés étaient Ethis et Angel Gate. Et Alhamdulillah, grâce à ces deux projets, j'ai pu vraiment, je pense, grandir comme une personne. Hmm. Et finalement apprendre ce qui est la finance islamique. Voilà, Bah, super. Ce que tu voulais apprendre, tu l'as appris. Ok. c'est ça. Du coup, tu es resté combien de temps chez cette entreprise? Oui. Alors, d'ailleurs, l'entreprise, elle s'appelle Mountain Partners. C'est un capital risque basé en Suisse. Ils ont plusieurs aussi filiales partout dans le monde. Et là, c'était malaisien. J'ai resté avec eux pendant 8 mois. Après, j'étais offert de rester en temps plein, continuer à faire ce que je faisais et même un peu plus. Mais j'ai eu des autres opportunités, subhanallah, qui étaient aussi intéressantes. Du coup, j'étais invitée de travailler en tant que, on va dire, un acting CEO, c'est-à-dire avant que je trouve un CEO pour mon projet, je créais un nouveau startup. Et le startup, ça s'appelait FinTech Lab. FinTech Lab, c'est une plateforme qui propose les cours éducatifs de la finance islamique, de digital marketing et aussi de quelque chose. En fait, ça ressemble un petit peu à Nobi en Singapour, si tu connais. Je connais Euh, pas, non. voilà. Du coup, bah, c'est juste une plateforme où tu peux trouver tout. C'est comme Masterclass, ce qui est très populaire maintenant à l'international, mais c'est pas avec les gens. Bah, c'est plutôt concentré sur ces trois industries, la finance islamique, la halal, tout ce qui est halal industry, and digital. Du coup, digital marketing, développement, blockchain, etc., etc. Et Ok. du coup, mon travail, c'était vraiment de faciliter de créer cette plateforme. Et majoritairement, je travaillais avec des partenaires américains pour des cours et aussi, bien sûr, le développement de nouveaux cours de la finance islamique pour notre plateforme. Parce qu'il y en avait beaucoup, mais comme j'ai dit, comme j'avais dit avant, que la Malaisie était en avant de la finance islamique au monde, c'est très théorique en fait aussi. Il y a des choses, par exemple, qui les startups, ils doivent vraiment le traduire dans le langage de startup pour pouvoir exécuter. Et c'était ça le problème. Et du coup, notre plateforme, c'était vraiment de faciliter aux nouveaux entrepreneurs de appliquer les instruments de la finance islamique immédiatement dans leur travail. Et bah voilà, bah c'était vraiment une solution parce qu'il y avait la demande. Et il y en a toujours d'ailleurs. Voilà, du coup, Oui. j'ai accepté cette offre parce que je trouvais que c'était quelque chose de nouveau, quand même connecté avec mes valeurs et que ça ressemble un petit peu de ce que je faisais, mais quand même de créer une nouvelle plateforme bah, éducative, c'était quelque chose d'intéressant et beaucoup plus durable. Voilà. Comment tu as eu cette opportunité? Du coup, quand je travaillais à Mountain Partners, j'allais dans beaucoup de networking sessions, à conférences, etc., etc. Et je faisais des présentations. Et chaque fois quand je fais tout ça, apparemment, les gens, ils te voient, tu vois. Bah, bien évidemment, ils te voient. Et il y a des recommandations. Des gens, ils Ouais. parlent d'un autre, tu vois, bah, disant, voilà, tu veux commencer à faire ça.
il faut absolument que tu travailles avec telle ou telle personne. Et du coup, Ouais. subhanallah, les gens me contactent. Du coup, pendant ces 8 mois, mes derniers 3 mois, j'ai eu 3 grandes propositions qui m'intéressaient beaucoup. Dans un autre capital risque, dans un accélérateur, et c'était FinTech Lab aussi. Et Ouais. bien évidemment, j'ai choisi celui qui est plus proche à moi. Et les gens, j'ai rencontré par le moyen de ces conférences. Mhm. Du coup, le networking, faire des conférences, faire des interventions, c'est ça qui C'est t'a ça, créé ton image en fait. Mm. c'est ça en fait. Mhm. Mm. Donc ça, c'était encore en Malaisie? C'était encore en Malaisie, oui. Après, dans ma vie, les décisions se passent se basant pas seulement de mes envies, etc., mais se basant par quelque chose qu'on appelle peut-être, comment on dit, tout ce qui était prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Je n'ai jamais pensé de me marier en fait avant, aussitôt spécifiquement. Ben, je me disais, oui, ça va se passer, mais peut-être après mes 30 ans, tu vois, ben, comme en France, souvent on pense. Mm. Du coup, c'était toujours une conférence d'ailleurs. C'était une de mes dernières conférences avant que j'ai commencé mon job chez FinTech Lab. Et c'était une conférence de Global Islamic FinTech Summit. Et je parlais avec mon partenaire de l'Indonésie, qui est un Chinois converti en islam. Et il fait aussi une entreprise de finance islamique. Du coup, on avait parlé de quelque chose. Et à ce moment-là, quelqu'un vient et dit genre bonjour et essaie de me donner sa main, bah, serrer ma main. Mais c'est une conférence islamique, subhanallah, et tu viens ici, tu dois tu peux pas donner ta main pour serrer. Bah, si tu connais un petit peu les customs Ouais. en Malaisie, on donne pas la main. Et du coup, quand il m'a donné la main, je regardais ses mains, je n'ai pas donné ma main. Si c'était un Français en France, je pourrais donner ma main, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, il faut connaître Mm. les règles dans les différentes conférences. Du coup, j'ai pas aimé ça. Et là, je fais, tu sais, comme Arturo style, like the Turkish style, en Arthur mettant ma Lol. main voilà, sur mon cœur, tu vois. Et quand tu Sur vois la ça, poitrine. c'est ça, sur ma poitrine. Et quand je fais ça, la personne, il fait genre namasté, genre Indonesian, Indian style of, saying hello. Ok, trop marrant. Le symbole de. Ouais, c'est trop marrant. Du coup, je regarde. Mais après, la personne ressemble à un Chinois plutôt, mais il fait ça. Du coup, je me dis, ah, peut-être indonésien. Et c'était tout. Et après, il me dit, oui, t'es pas malaisienne, tu viens d'où? Je dis, oui, excuse-moi, mais t'es qui? Et apparemment, c'est l'ami de mon partenaire avec qui j'ai parlé. Il a aussi un start-up dans la finance islamique. Et après, je dis, oui, voilà, je viens de France. Et il me parle un petit peu en français. Je dis, ah, tu parles français? Il me dit, oui, je suis. Il est comment dire, vice president, VP, chez Société Générale en Indonésie, avant Mhm. justement de commencer son entreprise. Et bah, comme c'est quelque chose que je connais, je dis, ah, ok. Et après, et en plus de Société Générale, j'ai amélioré mon français en faisant mes études de MBA à l'INSEAD. Du coup, c'est bah, tout est bah, l'entreprise française et l'école française. Du coup, je me suis dit, ah, c'est intéressant parce que bah, moi aussi, je voulais faire mon doctorat à l'INSEAD, Inch'Allah. Bah, j'ai toujours l'envie de le faire d'ailleurs. Et du coup, on a commencé à parler de tout ce qui est les études, etc. Et après ça, subhanallah, après 6 mois, ça devient mon mari par le moyen de ce qu'on appelle Tarouf. Peut-être tu connais Tarouf? Tarouf? Non. Oui. Voilà. Bah, moi, je ne connaissais pas non plus. Et en Indonésie, en Malaisie, il s'appelle ça Tarouf, c'est-à-dire euh, Islamic way to get to know each other. En fait, Ok, ok, ouais. En arabe, oui, voilà. c'est ce que ça veut dire, oui. Ok. Voilà, du coup, c'est pas genre boyfriend, girlfriend, c'est justement poser des questions logiques et importantes avant de se marier. Et moi, Tarouf, j'avais ouais. pas Mm. du tout, voilà, j'avais pas du tout ce genre de objectif avant, mais ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, ben, après cette conférence, la personne, ben, il s'appelle d'ailleurs Dima, il m'écrit un message disant, oui, ça fait plaisir de vous rencontrer, etc. Et c'était un peu tard. C'était, je pense, que 11 heures de nuit. Et moi, j'aime pas Ouais. répondre aux gens à cette heure. Mais par contre, comme c'était l'ami de mon partenaire, je voulais pas aussi changer, en fait, donner une mauvaise impression en ne pas répondant à quelque chose. Et après, je lui ai dit, écoutez,
Moi aussi, ça me fait plaisir, mais s'il vous plaît, n'écrivez pas plus à cette heure-là parce que je vais jamais répondre après ça. Du coup, quand j'ai dit ça, il me dit, excusez-moi, mais j'aimerais bien t'expliquer. En fait, peut-être, t'aimes bien être plutôt clair et direct, je vois ça. Ben, j'aimerais bien être clair avec toi. En fait, je pense, je suis impressionnée par vous et comment dire, par les commonalités de penser, en fait, choisir la finance islamique et venir en Malaisie. Je pense que c'est assez courageux. Et est-ce qu'on pourrait nous connaître plus euh, avec Tarouf? Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est le Tarouf. Du coup, je demande qu'est-ce que c'est le Tarouf. Et quand il m'a dit ça, je dis OK. Mais subhanallah, quand je dis OK, je suis, wallah, je suis 100% sûre que ça ne va jamais marcher. C'est pas mal. Parce que ben, je viens de finir ma fac, je viens de commencer un travail qui m'excite, qui est super intéressant et dans un pays que j'aime beaucoup et qui est la Malaisie. Bien sûr que je ne vais pas changer mes plans, c'est ce que j'ai pensé, subhanallah. Et là, quand Allah subhanahu wa ta'ala a notre plan, et du coup, un mois de conversation, ça se voit très bien que, subhanallah, nos familles, tout peut, comment on dit, euh, tout peut s'arranger bien parce qu'on a la compréhension, etc. Mais malgré le fait qu'on vient de différentes cultures et pays, etc. Et subhanallah, après 2, 3 mois, on déjà commence à planifier notre mariage et voilà, maintenant, alhamdulillah, ça fait 2 ans et demi et on a un petit bébé qui aura 1 an dans 2 semaines, Inch'Allah. Mashallah. Mashallah. Quelle histoire. Alhamdulillah. Ah, comme quoi, on ne sait jamais d'où ça vient, hein. Oui, c'est Euh, ça. mais trop marrant l'histoire, la Mhm. rencontre et comment ça s'est terminé. Mhm. Ok. Et du coup, lui est indonésien et c'est ce qui t'a emmené à partir en Indonésie? Oui, ben justement, en fait, mon plan était toujours continuer de travailler en Malaisie, mais comme ben, après le mariage, comme c'était en plus tarouf, du coup, on sort pas ensemble, on fait, ben, c'est pas du tout comme dans comment on dit, dans le La culture. copinage, dans la culture conventionnelle qu'on connaît, tu vois. Il fallait vraiment Hmm. de se connaître parce que en tant que les gens mariés, ça pourrait être bizarre de toujours continuer à vivre en distance. Et du coup, j'ai pris la décision de partir en Indonésie. Et en Indonésie, après 6 mois de vivre en Indonésie, j'ai trouvé un travail qui est aussi dans l'industrie des startups, mais en collaboration avec Google Launchpad. Et c'est justement une entreprise de accélération qui travaille très proche avec euh, le bureau le bureau présidentiel en fait de l'Indonésie. Du coup, c'était une très belle opportunité pour moi d'ouvrir des différentes portes et créer mon propre network en Indonésie parce que bien évidemment, avant, c'était plutôt euh, mes partenaires depuis la Malaisie qui travaillent en Indonésie aussi, mais s'ils ne sont pas des vrais Indonésiens, en fait, ben, ils ne sont pas des résidents ici qui connaissent tout, qui connaissent l'écosystème. Alhamdulillah, grâce au ce travail, ben, d'ailleurs, l'entreprise s'appelait Digital Raya. Euh, Raya, ça veut dire que tu connais, c'est plus like a celebration or like a big opening, n'est-ce pas? Et du coup, digital, c'est digital Raya. Du coup, Mhm. Digital Raya, c'était très bien parce on était en partenariat avec McKinsey, UBS, attends, McKinsey, UBS et Google, les trois grandes entreprises, et on créait des parcours pour nos programmes d'accélération. Et moi, j'étais project and product manager d'ailleurs pour le programme d'accélération qui s'appelait Simona Ventures ou Simona Accelerator. C'est juste le nom, mais en fait, la, euh, la spécificité, c'est que on essaie de vraiment travailler avec les femmes entrepreneurs de l'APAC. En fait, genre Women Asia Empowering Project, Pacifique. c'est En ça. Asie, ouais. Oui, Mhm. en Asie. Et Alhamdulillah, c'était très intéressant. La première collaboration, c'était de ce programme d'accélération, c'était ensemble avec Gojek. Tu connais Gojek, n'est-ce pas? C'est Ouais, Unicorn de ouais. Grosse l'Indonésie. entreprise. Ouais.
C'est ça, ouais. Ça s'appelait Goj Accelerate. Du coup, j'étais là, j'ai fait ça. Et à la fin de mes, je pense que un peu moins d'un an, déjà, c'était la pandémie qui commençait. Et en plus, j'étais enceinte. Et je me suis dit que, et comme ça engage beaucoup de meetings, même si ça changeait vers le digital, c'est toujours un peu fatigant. En plus, mon dernier trimestre justement avec mon bébé, il fallait Mhm. mieux de se préparer pour avoir un bébé parce que je connaissais rien, bien évidemment. Et ma mère, elle n'est pas avec moi. Et il fallait que je fasse la recherche, etc. Je voulais me concentrer sérieusement sur la cause de devenir une mère. Et j'ai décidé de quitter l'entreprise, euh, malheureusement, parce que c'était très intéressant. Mais ils m'ont dit, bien sûr, que les portes sont toujours ouvertes. Mais malgré que je pensais que je vais revenir là-bas après peut-être quelques mois de naissance de mon bébé, ça se passe qu'il y a plusieurs autres facteurs dans le monde et aussi dans ma vie qui fait naissance à mon nouveau projet qui est maintenant OMAC sur lequel je travaille. En fait, ce qui se passe, c'est que comme je suis ouïghour, maintenant, il y a plus d'oppression qui se passe en Chine. Il y a les camps de concentration avec millions ouïghours oppressés et aussi, ils sont utilisés pour comment dire, forced labor. Travail forcé, oui. Mhm. Voilà. Qui font, qu'ils ont utilisé pour le travail forcé par des très grands manufacteurs en Chine et des très grandes entreprises, ben, spécifiquement les entreprises dans de l'industrie textile, ils sont engagés dans tout ça. Et c'est très triste en fait, Mhm. parce que spécifiquement pour le coton, le meilleur coton du monde, il vient de Xinjiang. Et comment moi je l'ai appris, c'est que chaque fois quand je vais au Japon, j'achète, tu sais, euh, oh my gosh, c'est très marrant en fait, j'ai oublié les mots très simples en français comme towel. Les serviettes. Les serviettes. Au Japon, j'achète les serviettes Imabari. Imabari, c'est justement une ville en Japon où ils sont spécialisés dans la technique de création de serviettes. Et même les grands hôtels de 5 étoiles, ils achètent leurs serviettes à Imabari, ou depuis Imabari. Et du coup, quand je faisais ça, cette fois, j'ai appris que Imabari, il importe le coton de Chine, de Xinjiang spécifiquement, parce que c'est où le meilleur coton est né. Et après, si tu te demandes comment et pourquoi, tout d'abord, bien sûr, la terre, elle est spécifique, il y a justement le soil, etc. Et la deuxième chose, c'est il est hand-picked. OK. Voilà, c'est fait à la Manuellement, main, il est pris manuel, ouais, à la main. OK. voilà, manuellement. Et ça, bien sûr, ça fait que ils sont pas, eh ben, il n'y a pas de, comment dire, they're not damaged, ils sont de bonne Ils sont qualité. pas, ouais, ils sont pas Mhm. abîmés. Ouais. Voilà, ils sont pas abîmés et ça aide à pour créer la meilleure qualité de coton, voilà, et de la matière et après importé au Japon. Et quand j'ai appris ça et quand je comprends ça, après, statistiquement, 80% de coton du monde vient de Chine et 90% de ce coton vient de Xinjiang, subhanallah. Et imagine quelle Enfin, quantité, imagine combien de Ouïghours sont forcés à faire ça. Et quand j'apprends ça, je me dis, mais c'est hyper hypocrite de continuer à acheter les marques qui sont manufacturées et faites en Chine. Et pas seulement ça, même les choses qui ne sont pas manufacturées en Chine, ils importent au moins le coton depuis Chine parce que c'est moins cher. Et tout ça, ça me fait penser que moi, je ne peux pas faire ça parce que mon enfant, il est moitié ouïghour et un enfant exactement comme lui en Chine, il est forcé manuellement faire ce genre de travail. Et je veux pas faire partie de ça. Je veux complètement condamner tout ça. Du coup, je commence à faire des recherches des marques indonésiennes qui sont pas faites, qui n'utilisent pas le travail ou comment on dit, les matières le coton de chinoises. Chine. Ouais. Ouais. Voilà. Voilà. Mais malheureusement, tout le monde fait au moins quelque chose qui est connecté avec la Chine.
Et ça m'a poussé de créer quelque chose qui ne sera pas connecté avec la Chine, qui va en fait montrer que la qualité indonésienne est bonne et beaucoup mieux que la qualité chinoise et qu'on peut en fait considérer l'Indonésie comme un pays de travail qui sera moins cher, mais qui pourra aussi être éthique, c'est-à-dire il faut contrôler le supply chain, mais en même temps, on pourra avoir des belles produits qui sont mignons, etc. Du coup, la compagnie s'appelle Omar. Omar, ça veut dire mignon en ouïghour. Les premiers produits qu'on crée, ce sont on appelle ça swaddles. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'est justement pour, swaddling the baby. Quand ils sont nés, il Mhm. faut les wrap them well pour qu'ils se Oui. sentent cozy. Voilà. C'est des sortes de serviettes ou je sais pas comment on appelle ça, de tissus qui permettent d'enrouler le bébé pour qu'il soit C'est confortable. ça. Voilà, exactement. Les swaddles et the blankets, les couvertures, on les fait en utilisant coton bio 100% certifié avec les certificats Mhm. internationaux. Et À base de on les bambou, il me design semble. voilà, à base de bambou. Parce qu'en fait, le coton à base de bambou, il est beaucoup plus durable. Il utilise moins d'eau, il est antibactérial, etc. En fait, il y a plein de qualités qui sont beaucoup mieux que chez le coton, ben, juste le coton naturel au 100%. Et c'est Mhm. pour ça, en fait, on a choisi coton bambou. Et les designs, comme je mentionnais, on fait avec les designers qui représentent l'ethnie. Par exemple, la première collection, on fait la collection ouïghour, c'est-à-dire les designs ils sont inspirés par la culture ouïghour, leurs traditions, etc. Et pour les créer, on lance une compétition euh, sur Internet en utilisant les communautés ouïghours globales, en leur disant, voilà, on a cette compétition, si ça vous intéresse, si vous voulez être partie de OMAC et créer des vêtements, des designs pour les enfants, voilà, vous pouvez participer. On a un mois pour qu'ils puissent créer des designs à nous envoyer. Et alhamdoulilah, plus de 100 personnes étaient intéressées, 40 personnes étaient sélectionnées et la personne qui a gagné, c'était une Ouïghour d'Australie. Il est moitié grec, moitié Ouïghour, mais née en Australie. Et c'est elle qui a créé nos premiers dessins de patterns, en fait, des motifs qu'on trouve sur nos produits. Et l'objectif, en fait, en Mac, c'est vraiment faire quelque chose de en fait, durable, mais dans les différents niveaux, c'est-à-dire environnemental. On utilise les matières naturelles et recyclables, etc. Deuxième, c'est engager la communauté en deux parties, c'est-à-dire engager les artistes, les créatifs ouïghours pour créer nos produits. Et après ça, on aussi s'engage avec la communauté en besoin, c'est-à-dire les Ouïghours ont besoin pour leur donner les procédés depuis nos ventes. Voilà. Mhm. Et Ok. du coup, la troisième chose, c'est vraiment pousser l'industrie, en fait, populariser l'industrie durable, spécifiquement pour les vêtements d'enfants euh, en Indonésie. Pourquoi les vêtements d'enfants, par exemple? Parce que, à mon avis, et aussi d'après la discussion avec nos plusieurs advisors, on comprend que si on commence par les enfants, si on commence par éduquer les enfants ben, en leur montrant qu'est-ce qui est la qualité, qu'est-ce qui n'est pas, ou qu'est-ce qui est durablement fait, ou qu'est-ce qui est éthiquement fait, et depuis l'enfance, ils vont déjà avoir ces standards. Et quand ils grandissent, c'est pas difficile pour eux de faire la préférence à une marque, à une compagnie qui est éthique, durable et sociale, que une marque qui exploite les gens ou qui exploitent l'environnement. Mais pour nous, Oui. comme toi et moi, par exemple, c'est un peu plus difficile parce on s'est habitué au budget qu'on a pour les vêtements, au style, la manière qu'on change, ou la fréquence qu'on change
nos styles, nos vêtements, tu vois. C'est difficile pour nous, mais quand même, on essaie. Mais par contre, pour les enfants, je pense si on commence dès maintenant, dès leur petit âge, ça sera, Inch'Allah, plus facile de créer des humains beaucoup plus responsables qui peuvent prendre soin pas seulement de eux-mêmes, mais aussi de l'environnement, Inch'Allah. Trop bien. Trop Mm. bien. Et du coup, là, tu as commencé cette aventure il y a environ 6 mois, c'est ça? Là, maintenant, ça fait un peu plus, je pense que ça fait 8 mois maintenant. Et on a fait les commandes, les précommandes en ligne. Et Alhamdulillah, on a eu des demandes, mais c'était vraiment, vraiment tester, voir s'il y a des gens intéressés. Mais c'était pas, on n'a pas fait un marketing, on n'a pas fait, mais même on n'a pas eu de photoshoot commercial encore. C'était vraiment voir s'il y a des gens qui soutiennent ce genre des idées. Et Alhamdulillah, il y en a. Et maintenant, notre précommande elle est en cours de production. Inch'Allah, à la fin de ce mois, on va les envoyer. On a des gens qui ont précommandé depuis les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Australie, la Malaisie, le Singapour. Et Alhamdulillah, du coup, c'est intéressant de voir quelque chose qu'on veut faire pour l'Indonésie, mais il y a des gens qui sont intéressés partout dans le monde. Hmm. Euh, et, euh, et après ça, Inch'Allah, on veut se concentrer vraiment sur le marché indonésien. Comme maintenant, cette production, Inch'Allah, il se passe bien. On aimerait bien travailler pour une nouvelle collection avec des designers ou des illustrateurs indonésiens pour Hmm. vraiment se concentrer sur le marché indonésien. Comme tu vois, comme tu le sais, 200 millions personnes, c'est un très grand marché. Du coup, c'est ici qu'on doit nous faire connaître d'abord. Ok, trop bien. Donc, omac.design, le site internet, des très beaux modèles. Je suis sur le site internet en ce moment même. Du coup, vous livrez Merci partout. beaucoup. Bon, n'importe qui peut commander. Oui, n'importe qui peut le commander. On fait les shipments à l'international aussi. Mais bien évidemment, d'ailleurs, oui, comme en Indonésie, on n'a pas euh, de compagnie d'export comme au Singapour. Par exemple, au Singapour, si tu as un commerce, tu fais un contrat avec une compagnie d'export et tu peux avoir free worldwide shipping partout dans le monde. Mais par contre, en Indonésie, malheureusement, il n'y a pas de service comme ça. Il y a beaucoup de difficultés avec l'export. Les Et à livraisons. cause de ça, oui, il n'y a pas de service durable. Et à cause de ça, ça coûte un petit peu plus cher. Mais bien sûr, s'il y a des gens qui le veulent toujours, et ils le commandent. Mais après, Inch'Allah, j'espère vraiment qu'on pourra travailler depuis Singapour pour offrir vraiment le service, en fait, nos produits à la clientèle à l'international, Inch'Allah, un jour. Inch'Allah. Ok, trop bien. Et du coup, vous aidez la communauté ouïghour à plusieurs niveaux, donc en permettant d'avoir des alternatives dans les produits utilisés pour éviter le circuit chinois et C'est éviter ça. d'utiliser des produits on a forcé les travailleurs, notamment les Ouïghours, à produire ces produits-là. Mhm. Euh, il me semble que vous comptez reverser une certaine somme aussi pour la cause ouïghour, ou je me souviens plus. Oui, oui, c'est ça, exactement. En Ouais. fait, on essaie de choisir des causes qui sont connectées avec les enfants. Comme c'est une entreprise qui crée les vêtements d'enfants, on aime bien, on aimerait bien s'associer avec les enfants, toujours, même pour les causes qu'on fait les donations. Et Inch'Allah, après, bien sûr, on va faire un petit rapport de ce qu'on va faire, mais pour l'instant, ce qu'on considère, c'est aider aux enfants dans les orphelinats en Turquie. Malheureusement, ils sont considérés comme les orphelins, mais en fait, leurs parents, ils sont tout simplement dans les camps de concentration et les enfants, ils n'ont pas de chance de les voir. Et maintenant, il n'y a Hmm. personne qui peut prendre soin d'eux. C'est pour ça ils ont pris à charge par les orphelinats en Turquie. Il y en a plus de 500 enfants comme ça. Ok. Alors là, j'ai une question d'une auditrice qui demande comment soutenir la cause de nos frères et sœurs ouïghours Mhm. pour voilà, les Français ou ceux qui écoutent le podcast. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Oui. pour soutenir la cause ouïghour? Mhm. Alors, tout d'abord,
vous pourrez juste vous informer et partager ce qui se passe avec les Ouïghours sur vos réseaux sociaux ou avec vos amis. Et si vous voulez apprendre plus à propos de causes, il y en a quelques références, par exemple. Toujours aujourd'hui, tout le monde utilise Instagram. Du coup, j'aimerais bien vous conseiller de suivre les comptes The Tarim Network. Je vais partager avec toi, Abdelrahman, après Ok. le nom, mais The Tarim Network, c'est des jeunes Ouïghours de diaspora des pays anglophones qui ont commencé ce network pour partager les histoires des Ouïghours, des jeunes Ouïghours dans le monde et aussi partager des causes et des informations auxquelles on peut contribuer. Par exemple, l'une des dernières causes qu'ils ont partagées, les deux par exemple, pendant le mois de Ramadan, la première c'était la conservation de la langue ouïghour. Ils ont créé des workbooks, des livres d'apprentissage de la langue ouïghour aux gens de diaspora. Par exemple, même moi, en tant qu'ouïghour, je ne parle pas ouïghour autant bien parce que je n'ai pas étudié dans une école. Je le connais vraiment, tu vois, la langue de communication, je l'ai, je peux comprendre, mais c'est pas au niveau académique, par exemple. Du coup, c'est difficile. Et moi, en plus, je suis née dans une communauté où il y a plus d'Ouïghours. Par exemple, mon enfant, qui est moitié indonésien, moitié ouïghour, il aura encore moins comment dire, Exposure, euh, exposition. voilà, moins d'exposition à la culture et la langue ouïghour. Du coup, par exemple, aux enfants comme lui, ça va aider d'apprendre sa langue depuis la naissance, depuis les jeunes âges, et conserver son identité ouïghour. Du coup, le Tarim Network pense que c'est une des choses à qui il faut, une des causes les plus importantes pour les Ouïghours de conserver leur identité malgré ce qui se passe en Chine. Et la deuxième, c'est aider aux enfants qui étaient traumatisés par ces camps de concentration. Par exemple, ces 500 enfants qui sont dans les orphelins, maintenant, ils n'ont pas de possibilité de connaître ce qui se passe avec leurs parents ou communiquer avec eux ou bien les voir et même aller en Chine parce que c'est dangereux. Du coup, euh, ils ont plein de maladies post-traumatiques. La deuxième cause que Talem Network soutient, c'est aider ces enfants comment dire, récupérer par l'aide médicale et psychologique. Voilà. Oui, oui. Mhm. Ok. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, bien sûr, c'est il y a des pétitions à signer. Une des personnes qui travaille, en fait, un des politiciens français qui travaille souvent sur les causes du Ouïghour et est comment dire, Actif. voilà, assez actif, c'est Raphaël Glucksmann. Ouais, je le suis, hein. Ouais, voilà. Du Très coup, actif. lui, il partage, oui, c'est ça. Du coup, ça, ce qu'il dit, en fait, c'est la cause laquelle il choisit de se concentrer plus par rapport aux autres causes. Du coup, je pense que c'est bien en sorte qu'on peut apprendre plus de choses à propos des Ouïghours. Et bien sûr, la dernière chose que j'aimerais bien en tant qu'Ouïghour, peu importe, en fait, il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés, ils découvrent la problématique avec les Ouïghours, ils commencent à se sentir vraiment mal et tout, mais ils font rien pour soutenir d'autres causes. Euh, En tant qu'Ouïghour, moi, j'aimerais bien juste dire que c'est pas parce que nous sommes Ouïghours, c'est parce que nous sommes humains. Et peu importe c'est qui souffre, on doit toujours aider à ceux qui souffrent, euh, même si ce Hmm. sont les Ouïghours ou les Palestiniens ou les autres, n'est-ce pas? Voilà. Oui. Et aussi, j'imagine, faire attention aux produits qu'on consomme, essayer d'éviter au maximum les produits chinois et en particulier ceux qui sont issus du travail forcé. Oui, 100%. D'ailleurs, Raphaël Glucksmann, il a partagé le liste des entreprises qui sont engagées. En fait, c'est presque tout ce qu'on utilise, en fait, Abdelrahman, pour dire la vérité. Regarde, nos iPhones, ils ont fait en Chine. Et la manufacture d'iPhone, elle aussi travaille avec les camps de concentration. Zara, Gap, H&M. Et il y en a encore plus en plus, tu vois. C'est très difficile, mais ce qu'on peut faire, au moins arrêter
de soutenir ces entreprises. Voilà, ça ce qu'on peut faire. Avant Ouais. qu'ils changent, si bien sûr ils changent leur supply chain, après ça, bien sûr, on pourra réutiliser leurs produits. Mais pour l'instant, moi, par exemple, j'arrête même Uniqlo. Ils ont aussi ils font beaucoup de choses en Chine. Du coup, j'essaie de ne pas acheter des choses chez Uniqlo. Mhm. Ok. Ouais, c'est vrai Voilà. qu'il y a la liste est très longue, hein. Très lente. Entre tout ce qu'il faut boycotter d'Israël et de la Chine. Au maximum, Ça, ce que vous pouvez, c'est déjà bien. ouais, Et peut-être prioriser les marques françaises ou les marques locales du pays où vous trouvez. Mhm. bien sûr. Bah, graphique pour tes réponses, Xuelia. On a fait un peu le tour des questions. Là, le temps nous est compté là pour terminer assez rapidement, donc je vais essayer Mhm. de finir assez vite. Euh, Est-ce que tu as une routine que tu, en général, que tu tiens du matin ou une routine particulière? Quand on écoute des podcasts ou on écoute les histoires de quelqu'un, on aimerait bien apprendre quelque chose. Et avant, j'étais quelqu'un de perfectionniste. J'avais toujours les routines parfaites, etc. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien montrer que je ne suis pas parfaite du tout. Pourquoi? Parce que j'ai appris quelque chose pendant ces dernières années. Numéro un, la productivité dont on parle dans les livres, la productivité qui est propagandée par des médias et aussi par des gens qui sont comment on dit, du succès, etc. C'est pas toujours vrai parce que la productivité, ça, c'est pas la même chose pour tout le monde. Quelqu'un est plus lent, quelqu'un est plus vite, quelqu'un peut faire tout pendant un jour, quelqu'un va faire tout ça pendant une semaine. Et ce que j'aimerais bien dire, c'est que le plus important, c'est d'avoir les petites choses dans ta vie qui te qui te font sentir accompli. C'est-à-dire, par exemple, pour moi, me réveiller tôt dans le matin et faire ma prière de Fajr, c'est quelque chose qui me fait heureuse et accomplie. Si j'ai raté ma prière de Fajr, par exemple, ou si je me suis réveillée juste 2 minutes avant ça, je me sens pas bien toute la journée. Je Ouais. ne me sens pas comme si, Hmm. je sais pas, voilà, je sais pas comment expliquer ça, mais je suis pas heureuse toute la journée. Du coup, ce genre de choses, j'ai par exemple gardé. Mais il y a Ouais. eu d'autres choses, par exemple, comme après Fajr, avant, j'aime bien prendre mon café et faire une course. Par exemple, je courais pendant 45 minutes ou 1 heure ou plus. Euh, Avant, je faisais toujours ça, mais depuis que je suis enceinte, ben, ça fait déjà mon bébé, il aura 1 an, du coup, être enceinte et tout ça, c'est encore 1 an, on va dire. Ben, à peu près 2 ans maintenant, je fais plus de ça. Et je me juge plus pour ça non plus, tu vois, parce que je me suis Ouais. dit, oui, maintenant, je suis dans une situation où je ne peux pas être autant productive qu'avant. Du coup, je vais prendre mon temps de me mettre en forme et je vais recommencer cette course quand je me sens bien. Voilà. Ok. Du coup, ce que Ok. j'aimerais bien dire, c'est qu'il y a des petites choses qui sont connectées à mes priorités, c'est-à-dire à ma religion, ma spiritualité, ma santé et aussi ma famille. Ce sont des choses Ok. que je priorise et dépendant de ça, je planifie ma journée. Ok. Et d'où est-ce que tu puises ton énergie? Qu'est-ce qui te motive? Justement, sentiment d'accomplissement. Est-ce que c'est Accomplissement. accomplissement? Ouais, D'accomplissement. Ouais. accomplissement. Voilà, d'accomplissement. C'est-à-dire, si je me réveille à l'heure exacte de la prière et je fais ma prière, par exemple, je la fais bien, je la fais complètement et à l'heure et je me sens bien, ça me donne de l'énergie de continuer de faire quelque chose de bien. Après ça, je Ouais. suis motivée de préparer le petit déjeuner pour mon enfant et mon mari, par exemple. Après ça, je Mhm. suis motivée de prendre soin de moi, tu vois. Genre, Ouais. ma spiritualité vient numéro un parce que si je le fais bien, ça me donne de l'énergie, de motivation de continuer tout le reste. Trop bien. Voilà. Ok. Je fonctionne comme ça. D'accord. Est-ce que tu as des recommandations de livres, de documentaires? Certains demandent même si tu en as qui peuvent permettre de mieux comprendre la population ouïghour ou bien des références plus générales si tu veux. Mhm. En fait, il y a quelques activistes ouïghours que j'aimerais bien conseiller à suivre. Comme je dis, à part de Tarim Network, il y a aussi World Uyghur Congress.
Uyghur Project. Et aussi, en fait, si on suit Tarim Network, ils partagent plein de différentes pages à suivre aussi. Et du coup, c'est ce que j'aimerais bien conseiller parce que pourquoi Tarim Network aussi, les gens qui nous écoutent, ce sont des millennials et Gen Z. Du coup, ça fait, ce sont des écouteurs, des auditeurs plutôt jeunes et aussi ils aiment bien écouter un langage plutôt simplifié aussi et trendy avec les informations, les comparaisons qui convient, comment dire, qui font partie de leur vie de quotidien. C'est pour ça que je recommande cette page. Après, pour ce qui concerne la productivité, en fait, comment dire, la vie d'un musulman ou d'un croyant en général, il y a deux livres qui m'ont aidé vraiment quand je suis venue en Malaisie, c'est ce que j'ai lu. Le premier, c'est The Productive Muslim. C'est un petit peu lourd en Ahmed termes de Faris. productivité. Voilà, Mohamed Faris. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins, vous aurez une perspective de comment les autres ils peuvent planifier leur jour. Vous pouvez prendre ce que vous aimez, vous pouvez de ne pas prendre certaines choses. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez un nouveau méthode de comment faire, comment planifier ton jour en tant qu'un musulman. Et c'est bien Mhm. aussi, ça roulait beaucoup aux musulmans français parce que c'est un musulman américain qui l'écrit, qui n'a pas beaucoup de aussi facilité islamique aux musulmans dans sa vie quotidienne. Et Trop le bien. deuxième livre, c'est Green Dean. Euh, Green Dean, ça parle plus de la vie environnementale, comment être durable, en fait, comment prendre soin de la planète en prenant soin de toi et aussi en soyant un vrai calife d'Allah. Calife, ça veut dire servant, c'est ça? Servant ou steward. Successeur. Voilà, Ouais. successeur, c'est ça. Un successeur Mhm. de cette planète, un successeur d'Allah. Et j'aime Mhm. bien ce livre parce que aussi on découvre des nouvelles méthodes des musulmans du monde, comment ils le font, comment ils s'engagent, comment ils se mettent dans l'activisme pour préserver la planète, ce qui est très important parce que la planète, c'est notre mosquée aussi. C'est notre mosquée Mhm. aussi et on doit prendre soin d'elle aussi. Et je pense que c'est Mhm. très important avant quand on veut être plus durable, arrêter le fast fashion, manger plus sainement, etc. Je pense que c'est important de connaître les bases et Green Bean, alhamdulillah, donne ses bases à mon avis. Ok, avec Lofik, je te remercie beaucoup, Giselia. Dernière question, pour te suivre ou te contacter, les auditeurs peuvent faire comment? Oui, en fait, je suis très active sur Instagram. Je lis mes emails tous les jours. Du coup, mon email, c'est guzelia.marisova @gmail.com. .com. Et après, mon Instagram aussi, c'est @guzemi. Je serais très contente de voir les gens qui sont intéressés. S'il y a des questions par rapport au stage ou les échanges, etc., je suis toujours contente de donner des avis et de conseiller, spécifiquement si ça concerne les industries où j'ai d'expertise. Voilà, pas de souci. Je mettrai tout ça en description. Je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était un parcours vraiment super intéressant, franchement. Je ne l'ai pas dit, mais il me semble que tu as, on n'a pas dit de 27 ou 28 ans, je ne sais plus. Oui, Euh, j'aurai 28 ans cette année. 28 ans cette année, donc encore 27 ans. C'est un parcours vraiment impressionnant pour, à cet âge-là, on va être honnête. Ah, Et en merci, tout cas, merci. j'espère vraiment que le reste de ton parcours, Inch'Allah, sera tout aussi intéressant et passionnant et impressionnant, Inch'Allah. Amin, Inch'Allah. En fait, j'aimerais bien te remercier de m'avoir contacté et de m'avoir donné cette opportunité de partager mon parcours avec les autres Français musulmans. Je pense que ce que tu fais, Abdurrahman, c'est vraiment une très belle chose et Inch'Allah qu'Allah te facilite en ça et qu'il t'offre aussi encore plus de portes, encore plus de portails de partager, euh, pas seulement les histoires des autres personnes, mais aussi partager ton histoire parce que, machallah, tu te trouves à Singapour avec ta femme et je suis très intéressée d'apprendre plus aussi, Inch'Allah. Peut-être bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. OK. Merci, barakallahu fik. À bientôt. Mm.
À Salam bientôt. alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.